Bon, eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents déjà, j'espère que vous avez tous très bien mangé. Donc pour la digestion, je vous propose du sport. De l'histoire du sport, bien entendu, et plus particulièrement l'histoire du sport en Bretagne, l'histoire du football en Bretagne. Mon sujet, en effet, mon sujet de mémoire se situe sur l'identité bretonne à travers le football. Sujet original, vous me direz. Mais j'ai voulu en effet lier le sport et l'histoire de passions qui sont miennes. Pour traiter de ce sujet, j'ai décidé de choisir un match en particulier, le fameux match bien connu, Bretagne-Cameroun de 1998, et on se posera la question si il s'agit là ou non d'une volonté d'affirmation bretonne. Donc tout d'abord, j'espère que vous connaissez tous bien la Bretagne. Bretagne, donc région historique de la France, connue pour sa culture, sa gastronomie, sa langue et ses monuments. Non, voilà. Donc, Bretagne, région historique, là-bas nous avons également du sport. Donc, c'est une région de sport, donc de football. Le football, qu'est-ce que c'est ? Je pense que pas grand monde le connaît. Donc en 1863, le football est créé à Londres. Du moins, c'est là-bas qu'on détermine les premières règles officielles du football, ce qui donneront les règles actuelles. Pour l'arrivée du football en Bretagne, on peut citer 1898, fin du 19e siècle, avec l'arrivée du football en Bretagne dans les stations balnéaires de type Saint-Malo, Dinan. Et donc 1898, c'est la création du premier club de football en Bretagne avec le stade Vannetais à Vannes. Dès le début, donc, on a une organisation du football en Bretagne qui se met en place petit à petit avec des fédérations, des ligues. Et c'est là qu'on a, donc au début du XXe siècle, qu'on voit apparaître les premières sélections de Bretagne, mais qui vont être donc des sélections pour mettre en avant les joueurs bretons afin qu'ils soient sélectionnés pour l'équipe de France. À l'époque, l'équipe de France était sélectionnée par un comité d'organisation et non pas par un seul homme comme actuellement, Didier Deschamps. Donc il fallait mettre en avant un peu ces joueurs, les joueurs des différentes régions, pour qu'ils soient sélectionnés. Spoiler, ça ne servira à rien, c'était toujours des Parisiens. Donc, l'un des tout premiers matchs, que j'ai pris totalement au hasard, bien sûr, est par exemple Bretagne contre Normandie. Vous voyez, là, c'est un match de 1908 qui a lieu en Bretagne. Et donc, c'est deux sélections qui sont formées par l'USFSA, qui est donc l'Union sportive française des sociétés athlétiques. Les deux faisaient en sorte de mettre en place des matchs entre sélections régionales. Mais il n'y avait à cette époque-là aucune, ou du moins pas énormément, de revendications régionales, ou du moins proto-nationales. Donc plusieurs matchs ont lieu, notamment face au Luxembourg, à la Norvège, mais petit à petit, les matchs de sélection entre les ligues disparaissent parce que les clubs commencent à prendre de plus en plus de place. En gros, on n'a plus vraiment le temps, plus vraiment l'envie et plus vraiment le besoin, étant donné qu'il n'y a plus besoin vraiment de mettre en avant les joueurs pour l'équipe de France. Donc, l'idée revient néanmoins petit à petit, avec notamment en 1983 la création d'Araoc-Vraz, qui est une association créée pour promouvoir le football en Bretagne. Alors, Araoc-Vraz, ils ont une certaine culture de l'identité bretonne tout de même. On le voit ne serait-ce qu'au nom. Ils ont créé un journal, Excalibur, référence à Excalibur sans doute. Et donc ils commencent déjà à parler de la création d'une équipe de football en Bretagne. Ils ont en tête de faire un tournoi interceltique entre les différentes nations celtiques, donc surtout l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse, etc. Donc ils commencent à avoir des contacts, à essayer de rassembler du monde autour de cette idée. On voit notamment dans l'interview de M. Gobichet, qui est donc le créateur d'Araoc-Vraz, qui parle ici dans la revue d'Ouarbrez de 1983, une équipe de football de Bretagne, pourquoi pas ? Interview très intéressante parce que d'Ouarbrez est une revue aussi spécialisée sur l'identité bretonne, mais dirons-nous beaucoup plus indépendantistes, autonomistes. Eux, vraiment, leur slogan, c'est « Une république bretonne ». Donc voilà, ils ne sont pas forcément... eux, ils sont beaucoup plus chauds pour une Bretagne indépendante.
Contrairement à M. Gobichet, qui lui, finalement, il veut vraiment juste créer une équipe de football, il veut mettre en avant l'identité et la culture bretonne à travers le football. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans cette interview, vraiment les deux ne sont pas d'accord entre eux. Quand le journaliste demande « Mais pourquoi n'appellerez-vous pas ça une équipe nationale de Bretagne pour que nous représenterons vraiment la nation bretonne ?» Monsieur Goubichet dit juste « Bon, nous, tant qu'on a une équipe, on est content, hein, peu importe la dénomination, il n'y a pas vraiment de but politique derrière. Il y a un but d'une promotion culturelle, mais politique, non, malgré le désarroi du journaliste. » Bon, malgré tout, le projet ne rencontre pas énormément de succès. Disons qu'il n'y a pas vraiment le contexte nécessaire à la mise en place d'un tel projet. Cependant, 1998, cette année vous dit peut-être quelque chose, étant donné que nous aurons la Coupe du Monde 1998. Petite Coupe du Monde que la France a remportée, mais c'était qu'une anecdote. Bon, bah là, du coup, normalement, c'est quand même le bon moyen, le bon contexte pour ce projet. En effet, il va y avoir vraiment un engouement footballistique en France. Il va y avoir beaucoup d'équipes nationales qui vont arriver en France pour préparer la Coupe du Monde. C'est bon, c'est le moment, il va falloir mettre en place. Ça tombe bien parce qu'en 1997 est créée la Bretagne Football Association, qui est donc l'héritière directe d'Araouk-Vraz. Ça a été créé à peu près par les mêmes personnes. Donc la Bretagne Football Association a pour but vraiment de organiser cette équipe de Bretagne de football et de mettre en place plusieurs matchs, essayer de vraiment mettre en place leur idée, leur rêve finalement. Pour ça, ils sont accompagnés notamment parmi les plus connus de Charles Bietri, journaliste sportif, qui sera donc président d'honneur. Vous le connaissez tous, ça ne m'étonne pas. Et de Claude Leroy, qui est un entraîneur et qui sera le directeur technique de l'association. Vous le connaissez tous aussi, ça ne m'étonne pas non plus. Du coup, donc ces personnes-là vont commencer à encadrer ceci. Première chose à faire, c'est qu'ils vont demander l'autorisation du Comité français d'organisation de la Coupe du Monde de football 1998. Bah oui, à ce moment-là, donc c'est Michel Platini, magnifique signature, qui gère tout ça, et il faut quand même lui demander l'autorisation d'organiser un match de football international sur le sol français. Bon, Monsieur Platini, Monsieur Sastre disent grosso modo que en fait c'est pas eux qu'il faut s'adresser, eux ils s'occupent de la Coupe du Monde. Eux ils sont d'accord sur le principe, mais c'est plutôt à la Fédération française de football, la FFF, qu'il faut s'adresser. Bon, à partir de là, c'est un sacré bazar, étant donné que la FFF n'est pas d'accord. Du coup, la Bretagne Football Association demande à la FIFA dit oui. Mais la FFF dit non parce qu'il essaye de trouver une petite clause écrite au tout petit en bas du règlement FIFA. Donc ensuite, la Bretagne Football Association renvoie un message à la FIFA pour leur dire oui, mais nous on aimerait bien faire comme ça. Bref, je vous passe les détails. Au final, ils arrivent à forcer un peu la FFF à accepter la création de cette équipe, spécialement pour l'occasion, et à l'organisation du match sur le sol français. Bon, c'est bien, on a l'autorisation. Maintenant, il faut trouver un endroit. Bon, ça tombe bien, Rennes, ils sont d'accord, le Stade Rennais est d'accord pour prêter son stade, le stade de la Route de Lorient, renommé aujourd'hui Roison Park. Donc tout va bien. Bon, maintenant, il faut trouver un adversaire tout de même. Donc, ils ont trouvé le Cameroun. Cameroun, qui est donc en 1998 une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde, donc eux-mêmes cherchent des équipes à affronter pour la préparation de leur compétition. Chose intéressante également, ils trouvent un diffuseur qui n'est autre que Canal+. C'est quand même pas mal. C'est pas TV Rennes, TV Brest ou que sais-je. C'est Canal+, chaîne nationale, voire internationale. Donc en termes de visibilité, c'est quand même incroyable. Bon, comment ont-ils fait pour trouver une telle opportunité ? L'équipe de Cameroun, c'est pas non plus les joujos du quartier. C'est quand même une belle équipe de Cameroun à l'époque. Équipe qualifiée pour la Coupe du Monde, et Canal+, encore une fois, c'est quand même une entreprise très populaire, donc il y a quand même un sacré travail là-dessus. La chose que je n'ai pas dit, c'est que Claude Leroy est entraîneur, le directeur technique de la BFA, mais aussi accessoirement le sélectionneur de l'équipe de Cameroun à la Coupe du Monde 98, je vois que c'est coupé. Et Charles Bietri,
journaliste sportif, président d'honneur du BFA et accessoirement directeur des sports chez Canal+. C'est quand même un sacré hasard. Donc, la vie est plutôt bien faite et en final, voilà, tout se déroule parfaitement bien, tout s'aiguille dans la bonne direction. Le 21 mai 1998, au stade de la Route de Lorient, l'équipe de Bretagne se rassemble après avoir fait des critères de sélection. Je parle juste des critères de sélection, et c'est là que c'est important. Les critères de sélection, c'est tout joueur sélectionnable doit être originaire du territoire par ascendance bretonne, parents ou grands-parents. En grosso modo, c'est à peu près la même critère de sélection pour l'Irlande ou pour toutes les autres nations, comme l'Écosse, toutes les autres nations celtiques. Ou être né dans l'un des 5 départements. Pas 4, 5. On inclut la Loire-Atlantique. Et c'est important parce que, encore une fois, ils vont à chaque fois dire qu'ils n'ont pas de visée politique. Bon, est-ce qu'on peut dire que le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne était un sujet politique ? Pour certains, oui. Pour certains, non. C'est un débat. Au final, ils arrivent à créer une sélection de Bretagne avec quand même de jolis noms. On peut citer Tony Hurtebis, le gardien de Rennes de l'époque, Paul Le Guen, le fameux milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Pierre-Yves David, dont je parlerai plus tard, Sylvain Ripoll, actuellement entraîneur à Guingamp, Lionel Roussel ou bien sûr Pierre-Yves André. Beaucoup de beaux noms du football breton pour les plus grands connaisseurs. Voici donc la magnifique équipe de Bretagne qui, le 21 mai 1998, donc au stade de la Route de Lorient, joue contre le Cameroun pour un match grandiose avec hymne breton à la clé, donc qui est une des premières fois que l'hymne breton est joué dans un stade de manière officielle. D'ailleurs, si quelqu'un peut réussir à me procurer le maillot qui est absolument magnifique, franchement, j'achète direct. Donc, la rencontre a un certain engouement. La rencontre a un certain engouement. Il y a beaucoup de spectateurs, dont des Camerounais, qui viennent pour fêter tout ça. La rencontre se termine sur le match nul de 1-1. On va dire que d'un point de vue diplomatique, c'est intéressant. Mais face donc à une belle équipe camerounaise avec notamment un certain Samuel Eto'o, qui n'a que 17 ans à ce moment-là. Bon, tout se passe bien, mais il y a quand même un envers du décor. Déjà, forcément, certaines personnes accusent la Bretagne Football Association de vraiment faire une sorte de propagande pour une équipe nationale de Bretagne et donc de mettre en place une république bretonne ou tout simplement une autonomie ou une indépendance de la Bretagne. À cela, ils répondront que le but de BFA, donc en haut juste là, le but de BFA est de promouvoir le football professionnel breton et par la même occasion contribuer à la promotion de l'économie et de la culture bretonne. Mais nous rejetons toute récupération politique. Vraiment, ils tiennent à dire qu'ils n'ont pas de lien avec quelques mouvances autonomistes que ce soit. Donc comme je vous ai dit, il y avait aussi pas mal de problèmes avec la FFF qui, eux, étaient vraiment pas contents de voir une autre fédération que la leur faire un match de football contre une équipe nationale. Ils avaient aussi une certaine peur un peu irrationnelle de voir la BFA servir de plateforme politico-identitaire à l'image de ce qu'a fait la Catalogne en Espagne, par exemple, ou pire, que BFA devienne une Ligue de Bretagne pirate et s'affilie directement à la FIFA. Ils avaient vraiment peur que la Bretagne fasse une sorte une volonté de la Catalogne qui a déjà essayé de s'affilier à la FIFA, ou même la Corse, qui a déjà essayé de s'affilier à la Fédération internationale de football association pour devenir une nation footballistique à part entière. Bon, au final, ils essayent donc Franche Gaume et Gérard Russo, qui sont le président et vice-président de BFA, tentent de pacifier le dossier et donc vont voir Gérard Reynaud, qui est le directeur général de la FFF et qui est normand. Coïncidence ? Je ne pense pas. Je rigole, bien sûr. Donc voilà, pas mal de petits problèmes entre la FFF et la BFA. La BFA dément à chaque fois une vision politique de leur projet, uniquement une vision sportive et de promotion de la culture. Ce qui n'empêche pas qu'il n'y aura pas de match entre 1998 et 2008. Le second a lieu seulement en 2008, donc 10 ans plus tard, entre la Bretagne et le Congo. Et finalement, la Bretagne ne rencontrera quasiment que des équipes africaines, les seules à bien accepter de faire des rencontres face à cette équipe de Bretagne. La dernière en date a eu lieu en 2013 face au Mali, et depuis,
plus rien. Alors, plus rien, pas vraiment. J'ai pu rencontrer Fanchgaume. Fanchgaume, qui était le vice-président de la BFA, qui aujourd'hui est l'un des seuls à porter encore l'association, et donc j'ai pu le rencontrer, j'ai pu discuter avec lui. Déjà, il m'a bien confirmé qu'il n'avait aucune portée politique, en dehors du fait de revendiquer une Bretagne à 5 départements. Pour lui, c'était très important. Mais que du coup, depuis 2013, il tente plusieurs fois, il y a eu pas mal de projets, notamment en 2016, où ils ont essayé de faire une tournée en Afrique, emmenée par Raymond Domenech. Heureusement que ça n'a pas eu lieu. Qui a été annulé souvent pour cause de faute d'organisation, pour cause de faute d'emploi du temps des joueurs. Et les joueurs, ils ont quand même le club, faut avoir l'autorisation des clubs, etc. Donc bon, au final, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau à l'horizon. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de parler avec M. Gaume, il m'a dit « ce sera pour 2024 ». Bon, il n'y a rien eu. Après, il m'a dit « ce sera pour 2026 ». On attend de voir. Il refuse de me dire exactement ce qui se passe. Apparemment, c'est un gros projet qu'il a, mais pour l'instant, il refuse de me donner toute information que ce soit. Donc voilà, pour conclure, nous pouvons dire que ce match, finalement, est-ce que ça a vraiment une volonté de mettre en avant la Bretagne ? Oui. Mais il fallait avant tout que cela reste du football, que cela reste du sport. Je pense que c'est un discours qu'on pourrait retrouver dans beaucoup de cas aujourd'hui concernant le sport. On voit beaucoup de débordements dans le football ou même dans d'autres sports. Ça ne reste que du sport, ça ne reste que du football. Ça est censé rester un moment de fête, un moment de partage. Et donc, le seul combat réellement visible de la part de la BFA, c'est vraiment le combat de la Loire-Atlantique rattachée à la Bretagne. Pour eux, ils en démordent pas. C'est censé être comme ça. C'est une infamie que la Loire-Atlantique ne fasse pas partie de la Bretagne. J'ai eu droit à tout un discours avec Fanchgaume là-dessus. Vraiment, ils sont à fond là-dessus. Et donc aussi, l'autre combat qu'on peut parler, c'est la reconnaissance de la culture bretonne. Donc mettre en avant cette culture bretonne, mettre en avant le football breton et donc les joueurs locaux. Mais donc, je ne pense pas, et je pense pouvoir dire vraiment qu'il n'y a pas de réelle volonté autonomiste, indépendantiste ou quoi que ce soit d'autre, autre que ce que j'ai déjà cité auparavant. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup Arthur pour cette communication teintée d'humour. Question qui peut paraître somme toute évidente, mais je suis désolée, je suis plutôt team rugby, donc je la pose quand même. Existe-t-il d'autres régions qui possèdent donc une équipe de football et avec potentiellement des revendications identitaires ? Eh bien, oui. Déjà, rien qu'en France, nous comptons pas moins de 5 ou 6 autres équipes régionales, parmi lesquelles nous pouvons citer l'Occitanie, l'équipe d'Occitanie, l'équipe de Provence, l'équipe du comté de Nice. Apparemment, ils ont des revendications là-bas aussi. Et surtout, l'équipe de Corse. Alors la Corse, c'est un peu à part parce qu'eux, pour le coup, ils ont vraiment une revendication politique. Et ils ont essayé de s'affilier à la FIFA, donc eux, ça va encore plus loin. Et c'est une des équipes qui encore aujourd'hui est qui joue le plus de matchs encore aujourd'hui. L'équipe de Bretagne, elle est quasiment morte. Il faudrait que quelqu'un la relance. Mais l'équipe de Corse, l'équipe d'Occitanie, ils arrivent à faire des matchs, ne serait-ce que parce que eux, ils veulent bien faire des matchs entre eux. L'équipe de Bretagne, Fanchgaume, il refuse de faire des matchs contre autre équipe qu'une équipe nationale, qu'une équipe reconnue par la FIFA. Donc forcément, ça limite, ça restreint le nombre d'adversaires. Pour ce qui est dans le monde entier, il y a bien sûr beaucoup d'autres équipes qui existent dans le monde entier, d'équipes régionales. Donc j'ai cité la Catalogne, mais donc l'équipe du Pays Basque, on pourrait la citer aussi, l'équipe du Kurdistan, l'équipe de Kabylie. Bref, en fait, dès qu'une certaine population a envie de mettre en avant une certaine culture, ils peuvent passer par le sport, et notamment par le football, qui est donc le sport numéro 1 dans le monde en termes de visibilité, bien sûr. Je ne critique absolument pas le rugby. Donc dès qu'une certaine population veut mettre ça en avant, ils peuvent créer une équipe de football. Et il y a même une fédération internationale de ces équipes qui s'appelle la CONIFA, qui rassemble et qui essaie de créer une Coupe du Monde des équipes régionales, des équipes à volonté autonomiste. Autre question ? Oui ? Vous avez parlé de la Catalogne et
sorte d'adversaire, de rival du Barcelone, enfin du FC Barcelone. Est-ce qu'il y a un exemple dans le cadre de la Bretagne ou de la Corse en France? Est-ce que des politiques ont tenté de s'initier dans cette rivalité? Alors, non, pas du tout. Tout simplement parce que le régionalisme breton et corse est quand même bien différent du régionalisme qu'on peut trouver en Espagne. On peut citer ne serait-ce que la tentative d'indépendance de la Catalogne il y a quelques années. Bon, ça en France, on ne l'a pas. Les seuls vraiment qui pourraient se rapprocher de ça, ce seraient encore une fois les Corses. Mais ne serait-ce que par leur histoire, que par leur revendications. On retrouve encore aujourd'hui certains problèmes. Il a fallu longtemps pour que les clubs corses puissent être acceptés dans les championnats de France, par exemple. Avant ça, on considérait que c'était trop compliqué de devoir faire des allers-retours sur l'île de Beauté pour rencontrer les équipes corses. Donc la Corse avait une sorte de petit championnat régional qui faisait de leur côté. Et c'est que plus tard que le Sporting Club de Bastia et l'AC Ajaccio ont pu commencer à grimper les échelons et à être acceptés. Et encore, un seul club corse était accepté, pas deux. Il fallait absolument qu'il y ait un seul club corse dans le championnat français. Et c'est que les équipes masculines ou il y a aussi une équipe féminine? Alors malheureusement c'est très masculin, donc l'équipe de Bretagne c'est vraiment uniquement masculin, bien que Fanchgaume m'ait parlé d'une envie de faire une équipe de Bretagne féminine. Déjà ce serait bien de remettre en avant tout simplement l'équipe de Bretagne. En effet, ce serait bien de faire les deux, mais déjà il faudrait qu'ils relancent tout simplement le projet. Et pour ce qui est des autres équipes, je sais qu'il y a des équipes féminines pour certaines sélections, par exemple le Kurdistan, il me semble qu'il y a une équipe féminine du Kurdistan. Mais c'est pas, malheureusement, encore une fois, le football féminin a du mal à trouver sa place dans le paysage footballistique international. Ça s'améliore de plus en plus et c'est une bonne chose. Mais voilà, donc ça a du mal à trouver sa place dans le football, on va dire classique, dans le football légalisé. Alors dans le football non légalisé, ça va être encore plus compliqué, on va dire. D'autres questions? Oui, dites-moi. J'ai juste une question par rapport où j'ai pas très bien suivi. C'est possible. Mais quel est votre sujet général de master? Mon sujet général de master est la culture bretonne à travers le football. D'accord. L'identité bretonne à travers le football. Je vais tirer ce sujet-là. Voilà, c'est ça. Ça, grosso modo, ça va représenter un de mes chapitres. Mais mon sujet global, il commence dès l'arrivée du football en Bretagne, donc dès les premières instances du football breton. Vous cherchez à démontrer quoi? Je cherche à démontrer que la culture bretonne peut être utilisée dans le sport, donc dans le sport en Bretagne, puisqu'on ne va pas utiliser la culture bretonne en Corse, mais qui est utilisée dans le sport comme moyen parfois justement pour mettre en avant des joueurs, parfois pour mettre en avant une équipe, pour promouvoir une équipe, parfois pour promouvoir un sentiment d'appartenance. Par exemple, à Rennes, au Stade Rennais, ils vont faire en sorte de diffuser l'hymne breton avant tous les matchs. Ça, c'est assez récent et c'est pour une certaine appartenance et c'est totalement, on va dire, d'un souci presque touristique. C'est-à-dire que c'est le Stade Rennais et en soi, ils n'ont que faire de l'idée bretonne et de l'indépendance de la Bretagne. Je pense que le club breton qui va être le plus proche de la culture bretonne, mais d'un point de vue plus sincère, ça va être le FC Lorient. Peut-être Guingamp, mais plus le FC Lorient. Vous n'avez pas l'air convaincu. Non, Les vexés. comme vous le savez, je suis parfaitement néophyte sur toutes ces questions-là. Je cherche effectivement à comprendre votre entrée problématique, ce que vous cherchez à démontrer. Donc vous avez apporté un certain nombre d'éléments de réponse. Merci. Moi aussi, je suis assez néophyte et je vois le football parfois, la Bretagne assez loin, mais les médiévistes font de la photographie. Vous pouvez en faire aussi parce qu'un certain nombre d'acteurs de votre sujet et de ce projet peuvent être renseignés parce que vous dites, voilà, Charles Guinski est connu par différents engagements, y compris en Corse, d'ailleurs, je crois, où il a des liens avec les mouvements nationalistes et le club basque. Oui. Donc ça, c'est des choses à mettre en avant, vous ne pouvez pas les taire. Vous parlez de Normandie, c'est quand même la figure de Noël Le Graët, avec
cet homme qui à la fois est socialiste, plutôt jacobin à Paris et régionaliste en Bretagne. C'est des choses qui méritent d'être relevées. Et puis après, il faut quand même séparer ce qu'est l'indépendantisme, ce qu'est l'autonomie. Je vous donne un exemple aussi, parce que vous serez plutôt du côté de la team rugby. J'étais très étonné de voir que Vannes accueille ses adversaires avec une sorte d'hymne en breton que chacun reprend à plein poumon, parce qu'à la Rabine, le stade est plein, alors que là, votre affaire, le stade est vide. Là, alors, sur la photo, en effet, le stade n'est pas complet. Bon, les gens sont en retard. Voilà, là, peut-être. Alors, sur la photo, le stade n'est pas complet, c'était la photo de présentation avant match. Donc, en effet, les gens n'étaient pas tous là. Par contre, oui, certes, ça a eu un certain engouement local, mais pas non, le stade n'était pas plein, clairement pas. Voilà. Et alors, comme vous le savez, le rugby est Canal+, qui le filme très bien. Et les premiers matchs, j'étais assez étonné. Vous accueillez des Toulousains, c'était le premier match, avec un air de cornemuse, là, ça ne fait pas peur, hein, c'est pas le pire mot de l'année. Et tout le stade reprend à plein poumon un hymne. Mais comment c'est possible? Parce qu'à Vannes, tout le monde ignore le breton. Et en fait, Canal filme juste au-dessus des publicités, et sur les publicités pendant l'hymne, défilent les sous-titres. Donc c'est une sorte de gigantesque karaoké piteux, alors que quand vous êtes à Pau, les gens chantent en occitan, même s'ils ne le parlent pas. Non, c'est la même chose à Rennes. Hein. Même si les supporters commencent, mais je pense à la Rabine aussi, les supporters commencent à connaître l'hymne breton à force de le chanter. Je pense qu'ils connaissent même pas vraiment la signification des paroles, par exemple. Encore une fois, c'est une sorte de vernis que les clubs vont se mettre pour se donner une sorte d'identité, une sorte d'histoire liée à la région. Oui, c'est ça. Et donc tout ce que vous avez dit sur Noël Le Graët, etc., bien sûr, ce sera dans mon mémoire complet. Là, forcément, je n'ai pris qu'un seul exemple très clair. Et en 1998, malheureusement, Noël Le Graët n'était pas encore président de la Fédération française. Et Bretagne-Mali, quel était le score? 2013. Et en 2008, Bretagne-Congo. Alors, Bretagne-Congo, il me semble que la Bretagne a gagné 2-0. Et Bretagne-Mali, il me semble que la Bretagne a gagné 2-1. Donc comme quoi les Bretons, finalement... Exactement. Bon, ils ont perdu contre les Corses. Le match avait lieu en Corse. Bon, voilà, exactement. Merci.